Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas eu trop de difficultés pour vous connecter. Donc pour cette séance, comme je vous avais dit par mail, on va faire les chapitres d'électrolyse. Donc c'est la partie 4 d'eau et solution du professeur Hugelot. Puis la partie liaison forte de chimie. La liaison forte qui est un chapitre très important puisque ça va être, on va dire, c'est la base à maîtriser si ensuite vous voulez pouvoir maîtriser les chapitres qui viendront après, notamment les chapitres de chimie organique. Pour cette séance, il faut vraiment que ça vous apporte, faut vraiment que ça vous apporte une plus-value, en fait. Le but, c'est vraiment que vous sortiez de la séance en ayant tout compris sur l'électrolyse et tout compris sur les liaisons fortes. Plus précisément, il faut que quand vous sortez de la séance, sachiez refaire les annales et les QCM, en fait, que vous maîtrisiez ces deux chapitres. C'est pour ça que pour cette séance, on va presque entièrement faire des corrections de QCM et d'annales. Et bien sûr, pour chaque QCM, on rappellera les outils nécessaires pour pouvoir les résoudre. Si jamais vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Vous pouvez utiliser le micro, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, vous pouvez utiliser le chat si vous êtes plus à l'aise. C'est comme vous préférez. Mais vraiment, surtout, aucune hésitation si vous voulez participer. Le but, c'est vraiment que vous compreniez. Alors, je vais me mettre sur le chat au cas où vous auriez des questions. Tac. Donc pour cette première question, on nous dit que l'on utilise une solution aqueuse de chlorure chromique pour le chromage par électrolyse d'une pièce métallique dont la surface est estimée à 1 décimètre carré et on souhaite y déposer une épaisseur de 10 micromètres de chrome. La masse volumique du chrome est de 7 grammes par centimètre cube et sa masse atomique est de 42 grammes par mol. Le mol moins 1, ça veut dire par mol. Parmi les propositions suivantes, laquelle est inexacte? Donc il y a beaucoup de valeurs dans les exercices d'électrolyse, vous l'aurez remarqué. Et ce qui va être important pour ce chapitre, c'est de maîtriser les conversions d'unités. Vous voyez, là, on nous parle de décimètres carrés, on nous parle de décimètres, ensuite on nous parle de micromètres, puis de grammes par mol, grammes par centimètre cube. Donc, il va falloir vraiment être à l'aise avec tout ça pour pouvoir, bien sûr, quand vous faites des calculs, il faut que ce soit dans la même unité. Bon, pour la première question, on nous demande le volume de chrome à déposer. Le volume, on sait que c'est une surface fois une épaisseur. Un volume, c'est en 3 dimensions. La surface, c'est en 2 dimensions, d'accord? Longueur fois largeur. Et l'épaisseur qui permet de faire fois la hauteur. Donc ici, notre surface, elle est donnée, c'est 1 décimètre carré. Et le volume, il est donné. Enfin, on souhaite, enfin, il n'est pas donné justement, l'épaisseur, elle est donnée plutôt. Elle est de 10 micromètres. Donc, vous voyez qu'ici, il va falloir que je mette dans la même unité. 1 décimètre carré, je vais mettre en mètres. 1 décimètre carré, c'est 10 moins 1 mètre. 1 décimètre, c'est 10 moins 1 mètre. Fois 10 moins 1 mètre. Ok. Ce qui me donne 10 moins 2 mètres carrés. Mètre fois mètre, c'est des mètres carrés. L'épaisseur. L'épaisseur, c'est 10 micromètres. 10 micromètres, c'est 10 fois 10 moins 6. Attention de ne pas tomber dans le piège de mettre directement 10 moins 6. Non, 10 moins 6, c'est bien les micromètres, mais nous, on fait 10 micromètres, donc c'est 10 fois 10 moins 6. Ce qui nous fait 10 moins 5 mètres. Alors, maintenant, j'ai simplement à multiplier la surface fois l'épaisseur. Ça me fait que surface fois l'épaisseur, ça me fait 10 moins 2 mètres carrés fois 10 moins 5 mètres. Alors, je vais changer. Et ça nous fait bien 10 moins 7 mètres cubes. Vous voyez que j'ai bien un volume, puisqu'à la fin,
c'est des mètres cubes que l'on a. Et nous, ce qu'on nous demandait, c'était si le volume de chrome à déposer peut être estimé à 0,1 cm3. Bon, en fait, ici, on nous demande juste de savoir est-ce que 0,1 cm3, est-ce que c'est égal à 10-7 mètres cubes? Et ça, bon, on va le vérifier. Alors, 0,1 cm3, ça me fait 0,1 fois 10-2 mètres, parce que 1 cm, c'est 10-2 mètres. Donc, ça fait 0,1 fois 10-2 mètres, fois 10-2 mètres, fois 10-2 mètres. Ça me fait 0,1 fois 10 moins 2, moins 4, moins 6, mètres cubes. Ok. Donc ça me fait 0,1 fois 10 moins 6 mètres cubes. Et 0,1 fois 10 moins 6, je peux transformer ça en 1 fois 10 moins 7 mètres cubes. 0,1 fois 10 moins 6, je fais fois 10 là. Donc ici, il faut que je divise par 10 pour qu'à la fin, ça reste constant. Donc ici, on voit bien que 10 moins 7 mètres cubes, c'est ce que l'on avait ici. On a vérifié ça. Donc la proposition A, elle est vraie. Et comme souvent dans les questions de Hugo, il demande souvent la inexacte. Donc faites attention de ne pas être en tunnel vision, de vous dire ok c'est bon, c'est là-bas, j'ai trouvé que c'était bon, je coche. Non, vérifiez bien quand vous demandez laquelle est inexacte. D'ailleurs, moi ce que je vous conseille, c'est avant que l'épreuve elle débute, enfin quand on vous a distribué le sujet, vous lisez toutes les questions rapidement, juste la fin des questions pour savoir où est-ce qu'on vous demande inexact, où est-ce qu'on vous demande exact. Comme ça va vous permettre de ne pas tomber dans les pièges et de voir directement quand est-ce qu'on vous demandait une inexacte. Pour la proposition B, on nous dit la masse de chrome à déposer peut être estimée à 7 fois 10 moins 4 kg. Donc en gros, on nous demande la masse ici nécessaire pour faire l'électrolyse. Pour faire l'électrolyse, déjà le but de notre électrolyse, c'était de déposer un volume de 0,1 cm3. On vient de le trouver, puisque on souhaite déposer une épaisseur de 10 micromètres de chrome avec cette surface-là, bref. Donc le but de notre électrolyse, c'était de déposer un certain volume. Mais pour déposer un certain volume, il nous faut une certaine masse. Et pour ça, on nous a donné la masse volumique du chrome. On nous a dit qu'elle était de 7 grammes par centimètre cube. Ça, c'est la masse volumique. Ça veut dire quoi? Eh bien, pour 7 grammes, je vais déposer 1 cm cube. 7 grammes par centimètre cube. Nous, on n'a pas 1 cm cube, on en a 0,1. Donc ici, je vais tout simplement faire un produit en croix. 0,1 cm3 fois 7 divisé par 1 cm3 pour avoir la masse. La masse nécessaire pour avoir 0,1 cm3. Je rappelle, c'est ce que l'on veut déposer. Bon, et bien ici, 0,1 fois 7, ça fait tout simplement 0,7. 0,7 grammes. Okay, il nous faut 0,7 grammes. Si pour 1 cm3, il faut 7 grammes, et bien pour 0,1 cm3, il faut 10 fois moins, donc 0,7. Et 0,7 grammes, eux, ce qu'ils nous disent, 7 fois 10 moins 4 kilos. Vous voyez, 7 fois 10 moins 4 kilos, oh, ouais, ok. Bon, bah, 7 fois 10 moins 4, et kilogramme, je vais le mettre en grammes, ça nous fait fois 10 puissance 3. Alors, moins 4 plus 3, puisqu'on additionne les puissances, moins 4 plus 3, ça nous fait moins 1. Donc, ça nous fait 7 fois 10 moins 1 grammes, et ça nous fait 0,7 grammes. Et 0,7 grammes, c'est ce que l'on avait trouvé juste avant. Et quoi? Je suis en séance là. Je te parle après. Et donc, pour la proposition C, la quantité de chrome à déposer peut être... Donc la B, on a vu qu'elle était vraie. Pour la C, la quantité de chrome à déposer peut être estimée à 50
divisé par 3 millimol, 50 tiers de millimol. Bon, on nous demande tout simplement, là vous voyez qu'on a trouvé une masse. Faut toujours, si jamais pour une question vous êtes bloqué, vous savez pas la piste à prendre, mais essayez de mettre des éléments que vous vous souvenez. On vous parle d'une quantité de matière, ok, ma quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. Ok, et c'est aussi la concentration fois le volume. Ça va peut-être nous servir à rien, mais ça va me permettre de commencer à faire des connexions, commencer à faire des liens. Donc, la masse sur la masse molaire, là, ça va être plutôt celle-ci que je vais utiliser. En plus, on nous a donné la masse molaire. Vous pouvez raisonner comme ça aussi. Vous voyez les données qu'on vous donne et vous essayez de voir comment vous pouvez les utiliser. Bon, et eh bien tout simplement, nous, on a trouvé la masse. La masse molaire, ça c'est la masse nécessaire hein, pour faire notre électrolyse, 0,7 g. La masse molaire, on l'a, c'est 42. Donc ça me fait que... souvent, mettez le but que vous recherchez. Donc ici, c'est est-ce que pour l'électrolyse, il nous faut 50 tiers de millimol. Notre quantité de matière, nous, c'est 0,7 sur 42 sur la masse molaire. Et je vais faire x 10 puissance 3 tout simplement parce que la proposition, elle est en millimol. Et moi, comme 0,7 c'était des grammes, si je veux mettre en millimol, il faut que je mette en milligrammes. Donc je vais faire x 10 puissance 3. Donc 0,7 x 10 puissance 3, ça va nous faire 7 x 10 puissance 2. 7 sur 42, ça fait un sixième. Parce que 42, c'est 6 x 7. Donc 7 sur 42, c'est 1 sur 6, x 10 puissance 2. Et ça me fait 100 sur 6, ce qui nous fait 50 sur 3. 50 sur 3, millimol, parce qu'on a mis en millimol. Rappelez-vous, on a fait x 10 puissance 3. Donc, la proposition C, elle est vraie. Il nous faut bien 50 tiers de millimol. Alors, la solution doit contenir au moins 0,5 équivalent CR3+. Équivalent, même principe que pour équivalent par litre. Donc, équivalent par litre, CEC, c'est la concentration molaire fois la valence. Bon, la quantité de matière en équivalent, EC, c'est tout simplement donc, la quantité de matière fois la valence. En valeur absolue toujours, hein, la valence. Donc, ma quantité de matière en équivalent, nous on a trouvé une quantité de matière de 50 tiers millimol. Donc 50 sur 3 fois 10 moins 3. Ça c'est en équivalent. Et je fais fois 3 fois la valence. Donc vous voyez ici, si on s'intéresse à ça, ma quantité de matière, c'est 50 tiers. 50 tiers c'est en millimol. Je fais x 10 moins 3 pour avoir en mol. Hein, parce que là, c'est des équivalents, c'est pas des milli-équivalents. C'est des équivalents. Donc équivalent, c'est pareil que mol. Donc 50 tiers x 10 moins 3 x 3. Pour faire sauter, on va faire sauter les 3 et les 3. Donc il nous reste 50 x 10 moins 3, ce qui nous fait 5 x 10 moins 2, ce qui nous fait 0,5 x 10 moins 1, ce qui nous fait 0,05. Or, eux, ils proposaient 0,5 équivalent. Donc c'est faux. C'est celle-ci, la proposition à cocher, celle qui est inexacte. On n'a pas besoin d'autant équivalent. Il nous en faut 10 fois moins si on veut faire notre électrolyse. Et puis maintenant, on nous demande la charge nécessaire pour ce chromage. La charge, il faut savoir que la charge nécessaire pour 1 mol, c'est Z Faraday. C'est Z, ça c'est la valence fois le Faraday. Le Faraday, c'est 10 puissance 5 coulombs. Donc en gros, si vous voulez plaquer 1 mol, admettons, de Na+,
On est un peu sur plat, on met G+, c'est plus sérieux. Si on veut plaquer 1 mol d'argent, il me faut tout simplement, la valence de argent c'est quoi? C'est 1, donc 1, fois le farad, fois le faradais, donc 10 puissance 5. Donc il me faut 10 puissance 5 coulombs. Si je veux plaquer, admettons du calcium, Ca2+, eh bien, 1 mol de Ca2+, attention, hein, si je veux plaquer 1 mol de Ca2+, eh bien, il me faut 2 fois 10 puissance 5 coulombs. Ok. Donc ici, si je veux plaquer, moi, ce que je veux plaquer, c'est pas 1 mol. Hein. Ce que je veux plaquer, par contre, c'est... donc, pour 1 mol de Cr3+, il me faut 3 farad. Mais moi, je veux pas plaquer 1 mol, je veux en plaquer 0,05. Ou plutôt 50 tiers fois 10 moins 3. C'est la même chose. Donc, enfin, c'est pas la même chose, mais 50 tiers fois 10 moins 3, ça nous fait... Alors, est-ce que je prends le bon chemin là? Parce que 50 tiers fois 10 moins 3, on peut faire autrement. Ok, ça va se simplifier. Donc 50 tiers fois 10 moins 3, donc je vais faire un produit en croix, ça fois ça. Ça va me donner 50 tiers fois 10 moins 3 fois 3 Faraday. Ok. Bon, les 3 et le 3 se simplifient. Il me reste 50 fois 10 moins 3 farad. Alors farad, c'est 10 puissance 5. Hein. Un faraday, c'est 96 500 coulombs. Mais dans les exercices, arrondissez-le à 10 puissance 5. Donc 50 fois 10 moins 3 fois 10 moins 5, ça me fait 50 fois 10 puissance 2. Puisque là, le moins 3 et le 5, bah, ça va faire 5 moins 3, 2. Et 50 fois 10 puissance 2, c'est 50 fois 100. Donc 500 fois 10, 5000. Donc 5000 coulombs. Et eux, ils proposaient, vous voyez, 4825, mais c'est une estimation, sachant que nous, on a pris farad à 10 puissance 5. Or, sa vraie valeur, c'est 96 500. Donc voilà pour cet exercice. C'est pas une question simple. On commence, je sais qu'on commence la biophysique par le chapitre d'eau et solution, mais c'est pas le plus simple. Surtout la partie électrolyse. Est-ce que vous avez des questions pour ce QCM? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou vous voulez que je réexplique? Pour le QCM suivant, on nous dit à la température du laboratoire, la constante de dissociation d'un acide faible monovalent est égale à 5 fois 10 moins 4 mol par litre. Et on nous demande pour quelle concentration en mol par litre d'une solution aqueuse de cet acide, la valeur du coefficient de dissociation sera égale à 0,2. Constante de dissociation d'un acide faible, je crois que vous n'avez pas encore vu les chapitres d'acide base, mais c'est pas très grave. On vous dit un acide faible. Acide faible, c'est AH, qui va se dissocier en A- plus H+. Ça, de toute manière, on vous le dit, on vous l'explique dans le chapitre d'eau et solution, déjà les dissociations. Donc A- plus H+. Comme c'est un acide faible, ça ne se dissocie pas totalement. Donc on va avoir initialement une concentration C0. À T0, on n'a pas de produit, donc 0, 0. Et à T final, ce que je vais avoir, c'est C0 facteur de 1 moins alpha, C0 alpha, C0 alpha. D'où ça vient? Ce tableau, je pense que c'est bien que vous voyez l'explication au moins une fois. Tout simplement que initialement, je vais avoir C0, 0, 0. Ça ne change pas. À T final, ce que je vais avoir,
c'est C0 moins X. J'ai une partie de réactif qui a réagi. Donc, et ici, je vais avoir plus X. Et ici, plus X. OK. Ma constante de dissociation, ce sera X fois X sur C0 moins X. Donc ça va me donner X carré sur C0 moins X. Et initialement, j'ai une concentration de C0. Donc, comment on continue? J'ai un trou. Alors, c'était K égale C0 alpha carré. Enfin, C0. Ah non! Oui, c'est parce que je suis tout de suite allé sur les X. Je suis bête. C'est pas C0 moins X. En fait, c'est C0 moins une partie de C0. J'ai pas tout mon C0 qui a réagi. En fait, on va le faire beaucoup plus simplement. J'ai pas tout mon C0 qui a réagi. Je vais pas avoir 0 puisqu'ici, on a une espèce faible. Donc, je vais avoir ici C0 moins une partie de C0. Donc, par exemple, alpha C0. Et donc, la partie qui a réagi, je vais la retrouver ensuite. Donc ici, on va avoir alpha C0. Et ensuite, je vais avoir alpha C0. Tout simplement parce qu'ici, on a comme coefficient stoichiométrique 1 et 1. Si ici, j'avais 2, bah ici, j'aurais eu 2 alpha C0. Et voilà simplement comment on a cette formule finale qui est K égale alpha C0 fois alpha C0 sur C0 moins alpha C0. Et C0 moins alpha C0, c'est tout simplement C0 facteur de 1 moins alpha. Donc, vous avez à la fin alpha C0 fois alpha C0 sur C0 facteur de 1 moins alpha. Bon, bah, vous enlevez un C0 en haut et en bas. Ça vous fait C0 alpha carré sur 1 moins alpha. Donc, c'est ça, celle-ci, la formule à prendre. Et d'où ça vient? Bah, ça vient d'une dissociation d'espèces faibles. Vous avez une partie de l'espèce initiale qui réagit. Une partie de C0, c'est alpha C0. Ça peut être 0,1 C0, 0,2 C0, 0,9 C0, peu importe. Et donc ici, nous, ce qu'on cherche, c'est que pour quelle concentration, donc on cherche une concentration, je vais la renoter proprement, K égale C0 alpha carré sur 1 moins alpha. On cherche C0 pour quelle concentration en mol par litre d'une solution aqueuse de cet acide. La valeur du coefficient de dissociation sera égale à 0,2. Donc je vais isoler C0. Alpha, mon coefficient de dissociation, je vais le remplacer par 0,2. Et Ka, c'est 5 fois 10 moins 4. Donc vous voyez ici, j'ai toutes les informations dont j'ai besoin. Ka et alpha. Je vais isoler ces 0, ça me fait K facteur de 1 moins alpha divisé par alpha carré est égal à C0. K, c'est 5 fois 10 moins 4. 5 fois 10 moins 4. 1 moins alpha, c'est 1 moins 0,8. Puisque alpha, c'est 0,2. Enfin, c'est 0,8. Puisque c'est 1 moins 0,2. Sur alpha carré, donc 0,2 au carré. 0,2 c'est 2 fois 10 moins 1 fois 2 fois 10 moins 1, ce qui nous fait 4 fois 10 moins 2. 4 fois 10 moins 2, ça fait 0,04. 4 fois 10 moins 2 et en haut, on a 10 moins 4. Donc le moins 2, il va passer au numérateur, ça va devenir plus 2. Ça, c'est important de maîtriser les règles de calcul. Donc ça nous fait moins 2. 5 fois 10 moins 4 fois 0,8. Le 0,8 ici, je vais mettre que c'est 8 et ici je vais mettre 3. Bon là c'est simplement des petites astuces calcul. On a chacun les siennes hein, généralement. Donc ici c'est juste pour pouvoir simplifier le 8 et le 4. 8 et 4 ça fait 2. 5 fois 2 ça fait 10 donc ça nous fait 10 fois 10 moins 3.
et ça nous fait 10 moins 2. Donc 0,01. Donc notre concentration ici, c'est la B. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Ici, c'est une question sur les troubles hydrosodés. Et on nous demande un sujet qui présente un pli cutané et biologiquement une hypernatrémie, une hyperprotidémie et une élévation de l'hématocrite est le plus probablement en déshydratation globale, cellulaire et extracellulaire, car l'hypernatrémie est habituellement le signe d'une déshydratation cellulaire. Pli cutané. Pli cutané, c'est une déshydratation extracellulaire. Et biologiquement, une hypernatrémie, une hyperprotidémie et une élévation de l'hématocrite est le plus probablement déshydratation globale. Bon. Déjà, hypernatrémie, ça doit faire tilt, c'est directement déshydratation extracellulaire. Intracellulaire, pardon. Déshydratation intracellulaire. Pourquoi? Tout simplement, si on fait un diagramme de Pitts, hypernatrémie, c'est dans le sang, hein. Le sang, c'est en extracellulaire. Vous allez avoir beaucoup de sodium ici. Na+, Na+, Na+. Donc la concentration, qui est égale à N sur V, elle augmente. Si je veux garder ma concentration stable, constante, on va dire, j'ai une possibilité, c'est d'augmenter le volume. Donc je vais avoir de l'eau qui va venir dans mon compartiment. Mais cette eau, elle sort pas de n'importe où. Cette eau, elle vient du compartiment intracellulaire qui va venir donner de l'eau au compartiment extracellulaire pour le diluer. Diluer la concentration. Mais en faisant ça, le compartiment intracellulaire, celui-ci, il perd son eau. Donc il a moins d'eau. Donc il est en déshydratation intracellulaire. C'est pour ça qu'une hypernatrémie, ça donne une déshydratation intracellulaire. Le fait que l'on ait une hypernatrémie, donc ça c'est déshydratation intracellulaire, et une hyperprotidémie, ça veut dire une hyperconcentration de protéines dans le sang, donc en extracellulaire, ça veut dire que j'ai pas assez d'eau dans le compartiment extracellulaire. C'est pas parce que j'ai une hypernatrémie que j'aurai une déshydratation extracellulaire. Hypernatrémie, déshydratation intracellulaire, ça c'est ok. Mais c'est pas parce que j'ai une hypernatrémie que j'aurai aussi une déshydratation extracellulaire. Là, c'est le fait que l'on me dise que j'ai des plis cutanés, que j'ai une hyperprotidémie et que j'ai une hématocrite. Hématocrite, c'est le volume des globules rouges sur le volume du plasma. Si j'ai une hématocrite, ça veut dire que mon volume de plasma, il a diminué. Ou que mon volume de globules rouges, il a augmenté. Ça, on va dire qu'il n'y a pas de problème. Donc mon volume de plasma, il diminue. Si mon volume de plasma, il diminue, mon plasma, c'est majoritairement de l'eau. Hein. Ça veut dire que j'ai une déshydratation extracellulaire. Ok? Donc ici, tout est bon. Hypernatrémie est habituellement le signe d'une déshydratation cellulaire, c'est vrai. Et un sujet qui présente un pli cutané, hypernatrémie, hyperprotidémie et les plus probablement déshydratation globale, c'est vrai. Donc ici, c'est la proposition A. Énoncé et raison exacte avec relation de cause à effet. Alors, encore une question sur la dissociation. On souhaite réaliser une solution tampon, pouvoir tampon maximal à partir d'un litre d'une solution aqueuse d'acide formique et du formiate de potassium. L'acide formique se dissocie partiellement en HCO- et H+. Sa constante de dissociation est de 1,78 fois 10-4. Et initialement, la molarité de la solution d'acide formique est de 1,78 mol par litre. Et ici, c'est pas bien recopié, c'est un quart. Quelle est la valeur du coefficient de dissociation de la solution initiale d'acide?
coefficient de dissociation. C'est alpha, ce qu'on cherche. Pour alpha, je sais que j'ai besoin de C0 et de K. C0, je l'ai. Et initialement, la molarité de la solution est de 1,78 mol par litre. Donc ça, c'est C0. Ka, il est donné juste au-dessus, c'est 1,78 fois 10-4. Ok, donc là, je sais que je vais pouvoir trouver C0. Je renote ma formule. Ka est égal à C0 alpha carré sur 1 moins alpha. Là, vous voyez les réponses, elles sont très petites par rapport à 1. 0, 0, 0, 5, 0, 0, 1, 0, 0, 5, 0, 1. Okay. Je sais que mon alpha, il va être petit. Il va être très petit. Je le vois aussi parce que ma constante de dissociation, elle est très petite. 1,78, 10-4. Donc, comme mon alpha est très petit, ce que je vais dire, c'est que 1 moins alpha, ça fait 1. 1 moins quelque chose de très petit, on va dire que ça fait 1. Environ. On va faire des arrondis. Vous avez le droit de faire des arrondis en biophysique, vous êtes large. Donc ma nouvelle expression, c'est K est égal à C0 alpha carré. Moi, je cherche alpha carré. Alpha. Donc, Ka sur C0 est égal à alpha carré. Alpha est égal à racine de Ka sur C0. Est égal à racine de K, c'est 1,78 10-4. Ok. Et C0, c'est 1,78. Eh bien, 1,78 sur 1,78, ça se simplifie. Il me reste racine de 10-4. Et racine de 10-4, ça fait 10-2. Qu'est-ce qui, quand je le multiplie par lui-même, me donne 10-4? Bah, c'est 10-2. 10-2 fois 10-2, on retombe bien sur 10-4. Donc ici, 0,01, c'est la réponse B, comme souvent en biophysique. Une question encore sur les troubles hydrosodés. On nous dit la soif et des œdèmes sont incompatibles, car la soif est un signe de déshydratation intracellulaire. Est-ce que pour vous, c'est vrai ça? Est-ce que pour vous, la soif et les œdèmes, c'est incompatible? Incompatible? Alors, soif, c'est une déshydratation intracellulaire. Ça, il n'y a pas de problème. La raison, elle est vraie. Les œdèmes. Les œdèmes, c'est une hyperhydratation extracellulaire. Donc, extracellulaire, intracellulaire. Soif, c'est une déshydratation ici et une hyperhydratation ici pour l'extracellulaire. Ça, c'est pour les œdèmes et ça, c'est pour la soif. En gros, la question, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une déshydratation intracellulaire et en même temps une hyperhydratation extracellulaire. En gros, c'est clairement ce que nous dit l'énoncé. Mais est-ce que c'est vrai ça? Parce que si on apporte du sodium, si on fait un apport sodé pur, j'apporte du sodium sans ajouter d'eau. Je vais apporter du sodium, voilà, c'est toujours, le sodium, c'est toujours en extracellulaire qu'on l'apporte, hypernatrémie. Donc je vais mettre Na+.
Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir de l'eau qui va venir de mon compartiment intracellulaire dans mon compartiment extracellulaire. Il vient pour diluer mon Na+. C'est juste la question qu'on a faite juste avant. Donc, on dilue notre Na+, c'est égal à N sur V. On diminue sa concentration en augmentant le volume. J'augmente le volume dans mon compartiment extracellulaire. Hyperhydratation. Hyperhydratation, c'est œdème. Et j'ai une hypernatrémie. J'ai de l'eau qui a été envoyée du compartiment intra vers le compartiment extra. J'ai une déshydratation intracellulaire. Soif. Donc c'est possible. On peut avoir comme tableau clinique des œdèmes et de la soif si on apporte si on fait un apport sodé pur. Donc l'énoncé est vrai. Donc ici, c'est la réponse D, finalement, puisque seule la raison est exacte. La soif et les œdèmes, c'est bien compatible. Alors pour la proposition 14, une hypernatrémie, mais c'est bien d'avoir participé, au moins ça vous permet de mieux comprendre, de mieux retenir les informations. Une hypernatrémie est habituellement le signe d'une hyperhydratation intracellulaire, car le sodium est le principal cation présent dans les cellules. Pour la proposition, pour la raison, c'est du court. Le sodium, c'est le principal cation présent dans les cellules. Non, c'est le potassium. Le sodium, il est majoritaire dans le compartiment extracellulaire. Et donc une hypernatrémie est habituellement le signe d'une hyperhydratation intracellulaire. Bon, ça, bien évidemment, c'est faux. Hypernatrémie, on l'a dit, c'est déshydratation intracellulaire. On repart sur une question d'électrolyse, puis juste après, on fera la question pareil encore sur les troubles hydrosodés. Les troubles hydrosodés, c'est vraiment important à maîtriser parce que, surtout en fait pour vos études de médecine. Les troubles hydrosodés, il y en a encore dans les années supérieures qui ont des difficultés avec ça. C'est vraiment important à comprendre. Vous verrez quand vous ferez vos stages, à l'hôpital, c'est très important de connaître ces signes cliniques et à quoi ils sont dus pour pouvoir vous adapter au patient et lui perfuser ce qu'il a besoin. Donc, on nous dit pour la question 8, avant d'être retiré du marché en 2011, le bromure de calcium CaBr2 était utilisé dans les troubles légers du sommeil, l'irritabilité et la nervosité. Il était disponible sous forme de boîte de 20 ampoules buvables de 10 ml, contenant 150 mg par ampoule de CaBr2. On considère ici que la solution est uniquement constituée d'eau comme solvant et de bromure de calcium, qui se dissocie totalement en Ca2+, et 2Br-, et qu'il n'y a pas d'autres éléments présents. Les masses atomiques du calcium et du brome sont respectivement de 40 g par mol et 80 g par mol. Quel est approximativement le temps qui serait nécessaire si on souhaitait électrolyser la totalité du contenu d'une boîte de 20 ampoules de solution de bromure de calcium pour former du brome, Br2, et du calcium avec un courant dont l'intensité est de 5 ampères. Donc gros énoncé, beaucoup d'infos. Pour qu'au final, on nous demande une durée. Il y a une formule dans le cours que vous devez absolument connaître. Vraiment, celle-ci, vous ne pouvez pas passer à côté. C'est la masse, je vais noter directement en dessous, la masse qui est égale à l'intensité fois la durée sur le farad, donc sur 96 500, bon je vais mettre Faraday directement, fois la masse molaire sur Z. Vraiment cette formule-là qui est à connaître sur le bout des doigts. Nous, ce qu'on cherche, c'est la durée, T.
je vais le mettre en couleur, c'est ce qu'on cherche. N'hésitez vraiment pas sur vos brouillons à bien identifier ce que vous cherchez. Comme je vous ai dit juste avant, des fois on est vraiment en tunnel et on oublie, alors on fait plein de calculs, à la fin on se dit bah mince, où est-ce que je dois aller? On est perdu. Donc vraiment, ayez toujours en tête là où vous voulez aller. Pour trouver T, vous voyez que j'ai besoin de la masse molaire. Est-ce que je l'ai? Oui. Ici on me donne masse atomique 80 et 40. Z, bon ça va être la valence. Le farad, je le connais, c'est 10 puissance 5. L'intensité, est-ce que je l'ai? Oui, c'est 5 ampères. Et la masse, est-ce que je l'ai? Non, je ne l'ai pas. La masse, je ne l'ai pas. On nous dit 150 mg de CaBr2. Par contre, je vais pouvoir l'avoir rapidement, mais il faut que je la calcule. Il me faut la masse de CaBr2. La masse de CaBr2, c'est 150 mg par ampoule. Et nous, on nous a dit, on veut électrolyser la totalité d'une boîte de 20 ampoules. Donc il va falloir que je fasse x 20. La masse fois le nombre d'ampoules. Donc je vais tout simplement faire la masse qui est égale à 150 fois 10 moins 3 fois 20. Alors ici, je vais enlever un 0 et ici, je vais enlever un 0. Donc ici, j'en enlève 2. Ça me fait moins 1. Enfin, j'en rajoute 2. Et 15 fois 2, 30. 30 fois 10 moins 1, 3. Donc j'ai 3 grammes. Et ensuite, je vais pouvoir faire mon calcul tranquillement. Ça me fait... Donc déjà, je vais devoir isoler T. Ça me fait M fois F fois Z. Tout ce qui passe tout ce qui était au dénominateur va passer au numérateur de l'autre côté. Et tout ce qui était au numérateur passe au dénominateur. Donc sur grand M fois I. Et ça, c'est T. Par contre, regardez, T, dans la question, il est en minutes. Et dans l'unité internationale, T, c'est en secondes. Donc ici, là, si je fais rien, mon résultat, il va être en secondes. Je vais directement mettre en minutes en divisant par 60. Donc je fais fois 60, mais au dénominateur. Donc ça me fait 3 grammes. Je vais prendre une page pour être à l'aise. 3 grammes fois 10 puissance 5 fois Z. Alors Z, c'est du CaBr2. CaBr2, c'est une molécule, il n'y a pas de valence. Donc fois 1. Sur la masse molaire, alors CaBr2, c'est 1 calcium et 2 bromes. Donc 1 fois 40 et 2 fois 80. Respectivement 40 et 80. Donc ici 40. Et dans ce cas-là, ici 160. Donc 160 plus 40, ça fait 200. Donc 200. I, c'est l'intensité, c'est en ampères, fois 60. Bon, ici, j'enlève 1 0, 2 0, 3 0. J'en enlève 3 ici. 5 moins 3. Ça me fait 2. 3 fois 2, 3 fois 10 puissance 2. Et alors, en dessous, ça me fait 5 fois 2, 10, ici. Donc déjà, je vais pouvoir aussi enlever un 0 là. Donc 3 fois 10 puissance 1, ça fait 3 fois 10. Ça fait 30. Donc 30 sur 6, qui fait 5. 5 minutes. Donc ici, proposition B. Alors, parmi les signes suivants, lequel ne correspond pas à ce qui est attendu chez un sujet qui a eu un apport de sel majeur sans apport associé d'eau? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous. Pour vous, parmi les signes suivants, lequel ne correspond pas chez un sujet qui a eu un apport de sel sans eau? C'est pas grave si vous vous trompez, hein. Tant mieux d'ailleurs si vous vous trompez, au moins vous ne referez pas l'erreur, vous êtes sûr de ne pas refaire l'erreur au concours. Parmi hémodilution, œdème, plis cutanés, soif, sécheresse des muqueuses,
Jules, tu dis œdème? Est-ce que les autres, vous avez une idée? Ou est-ce que vous êtes d'accord avec Jules? Hémodilution, hémodilution. Ok. Bon, déjà, on va commencer par la D, la soif. Bien évidemment, si j'ai un apport de sel sans eau, j'ai une déshydratation intracellulaire, soif. Donc la D, elle est bien attendue chez celui qui a un apport sodépur. Sécheresse des muqueuses, pareil. Sécheresse des muqueuses, il est attendu chez celui qui a un apport sodépur. Tout simplement, sécheresse des muqueuses, c'est pareil, c'est des déshydratations intracellulaires. Il nous reste hémodilution, œdème et pli cutané. Ce qu'on avait dit... Alors déjà, pour être sûr... Bon non, c'est pas grave. Ce qu'on avait dit juste avant, c'était que on a nos deux compartiments. Si j'ai un apport sodépur, Na+, dans mon compartiment extracellulaire. Si j'ai un apport sodépur, je vais avoir de l'eau qui va venir ici. Donc je vais avoir une déshydratation ici et une hyperhydratation ici. Hyperhydratation ici. Hyperhydratation. J'ai trop d'eau. L'eau qui vient du compartiment intracellulaire. Hyperhydratation, œdème, ça marche. On peut avoir des œdèmes, on a des œdèmes si on a trop d'eau en extracellulaire. Ok. C'est important que vous appreniez que vous compreniez les signes. Déjà, essayez de les visualiser. Vous avez peut-être déjà sûrement dû le faire, mais allez voir sur internet à quoi ça ressemble des œdèmes, à quoi ça ressemble les plis cutanés. Bon, la soif, vous n'allez pas voir à quoi ça ressemble, hein, mais une sécheresse des muqueuses, etc. Et puis après, retenez, pour chaque trouble, pour chaque signe plutôt, à quel trouble il est associé, extracellulaire ou intracellulaire, à quel compartiment il est associé plutôt. Donc œdème, ça marche, on peut avoir des œdèmes si on a un apport sodépur, parce qu'on va avoir de l'eau du intra qui va venir en extra, et on aura trop d'eau en extra, et donc œdème. Hémodilution. Hémodilution, c'est possible. Si j'ai trop d'eau qui vient de l'intracellulaire et qui se retrouve en extracellulaire, je vais avoir une hémodilution ici. Ma concentration de mes azotes solutés, elle va diminuer. J'augmente mon volume, ma concentration, elle diminue. Donc c'est possible d'avoir une hémodilution. Et donc, la bonne réponse, c'est les plis cutanés. Pourquoi? Parce que plis cutanés, c'est une déshydratation extracellulaire. Et quand on a un apport sodépur, il n'y a pas de raison que l'on soit en déshydratation extracellulaire. Puisqu'on sait que le compartiment intracellulaire, il va compenser. Donc on ne va pas avoir de plis cutanés chez quelqu'un qui a eu un apport sodépur. Le compartiment intracellulaire va donner de l'eau. Donc voilà pour les questions sur les troubles hydrosodés. Il me semble pas que j'en avais préparé d'autres. Est-ce que j'ai encore une question d'électrolyse parce qu'on doit encore voir les liaisons fortes? On va faire celle-ci rapidement. On souhaite argenter un objet en métal par électrolyse dans une solution aqueuse de 10 litres de chlorure d'argent. L'objet à argenter est une des deux électrodes. La surface S à recouvrir est de 0,25 m². L'épaisseur de dépôt souhaitée est de
2 cm. Bon, bah ici, hein, comme tout à l'heure, on va chercher le volume. Le volume, c'est la surface fois l'épaisseur. La surface, elle est donnée, c'est 0,25 mètres carrés. Et l'épaisseur, c'est 2 cm. Donc, 2 fois 10 moins 2 mètres. Ce qui nous fait 0,25 fois 2 fois 10 moins 2 mètres cubes. Mètre fois mètre fois mètre. Ce qui nous fait 0,5 fois 10 moins 2 mètres cubes. Et donc 5 fois 10 moins 3 mètres cubes. Ça, c'est mon volume à plaquer. Ensuite, je sais que j'ai besoin du temps. Ce que je veux, c'est le temps. Et on l'a dit, M est égal à IT sur F fois grand M sur Z. Je passe un peu vite parce qu'on l'a vu en détail juste avant. Donc, je sais que pour avoir le temps, je vais avoir besoin de ma masse. Et pour avoir besoin de ma masse, je vais avoir besoin de ma masse volumique et de mon volume. La masse volumique, ici, c'est 1,05 10 moins 4, 10 4. Ok, donc 1,05 fois 10 puissance, je vais directement mettre en grammes, 0,7 grammes pour 1 mètre cube. Alors, d'où il vient 10 puissance 7? C'est tout simplement 10 puissance 4 fois 10 puissance 3 du kilo. Nous, on veut en grammes, donc on fait fois 1000. 1,05 fois 10 puissance 7 grammes pour 1 mètre cube. Et nous, on en a combien de mètres cubes? On en a 5 fois 10 moins 3. Ça, c'est le volume que l'on veut. Donc la masse, ça va être ça fois ça, divisé par ça. Ça va être 1 fois 10 puissance 7, hein, bien sûr le 0,5, on va le négliger, sur 5 fois 10 moins 3. Ok. Fois 5 fois 10 moins 3. 10 puissance 7 fois 5 fois 10 moins 3. 10 puissance 7 fois 10 moins 3, ça fait 10 puissance 4. Donc ça fait 5 fois 10 puissance 4 grammes. Ok. Ça, c'est la masse nécessaire. 10 moins 17, ok, 10 puissance 4. Je me suis pas trompé. Et maintenant, bah, on nous demande le temps. Alors juste vérifiez bien, dans ces questions d'électrolyse, des fois on vous demande, on plaque des deux côtés. Des fois on vous dit qu'on a une plaque, la surface, l'épaisseur, mais on vous dit qu'on veut plaquer des deux côtés de la plaque. Et dans ce cas-là, il faut faire x2 au volume. Et là, c'est ce que je vais vérifier. On souhaite argenter un objet en métal par électrolyse dans une solution aqueuse de 10 litres de chlorure d'argent. L'objet à argenter est une des deux électrodes. La surface S à recouvrir. Et de 0,25 l'épaisseur. Donc ici, on ne nous a pas dit qu'on voulait plaquer des deux côtés. Mais faites attention à ça. Ok, bon, on va y aller pour le calcul. M est égal à IT sur F fois grand M sur Z. Donc T est égal à M, F, Z, I, M. Tout ce qui est en haut passe en bas de l'autre côté, tout ce qui est en bas passe en haut de l'autre côté. Ok. Donc ça nous fait, la masse, c'est 5 fois 10 puissance 4 fois 10 puissance 5 fois, sachant que c'est en secondes, hein, là le résultat, et nous on le veut en minutes. Il faudrait que je divise par 60. Alors Z, ici, qu'est-ce qu'on veut plaquer? De l'argent, Ag+. Donc ça va être x1. Et on divise par I, l'intensité c'est 4 ampères fois la masse molaire, 108. Masse Ag+, c'est 108. Ok, donc ici ça nous fait 10 puissance 9 fois 1, on va l'enlever, on va y voir plus clair. Et on va faire x 60 ici
pour mettre en secondes. En minutes, pardon. Donc ici, comment on va s'y prendre? Je vais enlever un 0 ici. Donc ici, déjà, ça va être 8. 5 fois 10 puissance 8 sur 4 fois 108 fois 10 puissance 6. 108, on va dire hein, que c'est 100. Je vous ai dit, on est large sur les arrondis. Donc 100, j'enlève 2 zéros. Donc ici, ça fait déjà plus que 6. Ensuite, je suis en train de réfléchir à comment je peux me simplifier au maximum la vie. 5 fois 10 puissance 6. Bon, ce que je vais dire, c'est que ici, je vais mettre un 5. Et ici, dans ce cas-là, je vais mettre 50. Je vais mettre un 4, vous voyez, je vais mettre 500. Pour que 500 divisé par 4, ça me fasse 125. 125 fois 10 puissance 4 sur 6. Pourquoi? Parce que 500 sur 2, ça fait 250. Et 250 encore sur 2, ça fait 125. Et ensuite, 125 sur 6. Alors, dans 12, j'ai combien de 6? 2. Et dans 5, je rajoute un 0. Ça me fait... Alors, dans 50, j'ai combien de 6? 7, 8. 8 fois 6, 48. 8. Ça me fait 28 fois 10 puissance 4 à peu près. Ça fait 2,8 fois 10 puissance 5. Donc vous voyez, 2,8 fois 10 puissance 5, c'est la C. Et vous avez vu, je retombe sur mes pattes. Pourquoi? Parce que les réponses, elles sont éloignées. Vous voyez que j'ai un rapport de 100 entre les réponses. Donc même si je fais des arrondis, le 107,9, 107,9, je l'arrondis en premier à 108, puis à 100 derrière. Le 96 500, je l'arrondis à 10 puissance 5. Mais en fait, c'est pas grave. Parce qu'à la fin, tellement que les réponses, elles sont éloignées, je suis large. Et on nous demande quelle doit être en équivalent par litre la concentration minimale de la solution pour que l'électrolyse corresponde au dépôt d'argent souhaité. Eh bien, alors, ici, il faut faire attention. On nous demande quelle doit être la concentration minimale de la solution pour que l'électrolyse. Ce que j'ai besoin, je suis en train de réfléchir à si je vais devoir prendre. Je vais devoir prendre effectivement la masse molaire du Cl-. Il faut prendre la masse molaire du Cl-. Pourquoi? Parce qu'on nous demande la concentration minimale. Je vais juste retenir 5 fois 10 moins 4. On nous demande la concentration minimale de la solution. Chlorure d'argent, c'est AgCl, qui se dissocie en Ag++ plus Cl-. Je veux ma quantité de matière, ma concentration initiale hein, pour pouvoir faire mon électrolyse, et la masse sur la masse molaire. C est égal à N sur V. Donc, M sur grand M fois V. C'est ma formule. La masse, on a dit, c'est 5 fois 10 puissance 4. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour la masse molaire, le volume, c'est 10 litres. Attention, ici, c'est le volume de la solution, pas le volume que l'on veut plaquer. Hein. Pas confondre. Fois la masse molaire. La masse molaire, c'est d'AgCl. Donc, AgCl, il faut que je prenne aussi la masse du chlore. Donc, ça me fait 35,5. Ça, c'est dans le formulaire. Hein. Plus Ag. Et Ag, c'est 107,9. 108. Hein. Et ça nous fait 143,5. 143. Ici, je sais pas à quoi je vais arrondir. Bon. 5 fois 10 puissance 4 sur 10. Ça, c'est ma concentration initiale dont j'ai besoin. Je vais enlever un 0 ici. Ça fait 3.
Donc ça me fait 5 fois 10 puissance 3 sur 143, 144. Bah, ensuite, on va pas s'embêter, on va mettre 145 pour que ce soit simplifiable par 5. Ça nous fait 5000 sur 145. Ce qui nous fait 5000 sur 150. On va enlever un 0 ici. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire x 10 là. Et ça me fait 50 sur 15. Bon, ça fait 3,5 à peu près. Ça fait 350. Donc, ça va pas avec les propositions proposées. Donc ici, je pense qu'il faut prendre que la masse molaire d'argent. Mais pour moi, c'est bizarre. Euh, si on fait que la masse molaire d'argent, ça nous donne quoi? Ça nous donne 5 fois 10 puissance 4, ça c'est notre masse initiale, sur 10 fois 108, qu'on va arrondir à 100. Donc ici, j'enlève 1, 2, 3. Donc ici, j'en enlève 3, ça me fait 1. Et ici, il propose 50. Ici, il propose 50. Donc c'est plus en rapport avec les propositions proposées. J'ai peut-être fait une erreur de 0. Donc ici, ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'il ne faut pas prendre la valeur du chlore. Et pour moi, c'est bizarre parce qu'initialement, on a l'AgCl et AgC pour avoir l'argent. Parce qu'on ne peut pas mettre de l'argent comme ça, Ag+. Il nous faut AgCl qui va se dissocier en Ag+, et Cl-. Donc pour ça, je revérifierai pourquoi on ne le prend pas. On peut en faire quelques questions sur les liaisons fortes. Tac. Ici, on ne va pas tous les compter, hein, parce que ça nous aurait pris la séance. Mais on nous dit le donépésil est un inhibiteur de l'acétylcholinestérase. Bon, quand vous arrivez sur ces questions-là, allez directement sur les propositions. On nous dit est-ce qu'il y a 13 atomes de carbone hybridés sp2? L'hybridation sp2, comment on fait pour l'avoir? Vous regardez, si votre atome de carbone il fait une double liaison, il est sp2. Pourquoi? Parce que pour avoir l'hybridation, vous faites sp m plus n moins 1. M, c'est le nombre de doublés liants de l'atome. Et n, le nombre de doublés non liants. On ne prend pas les liaisons pi. Donc si je vous fais ça, par exemple, C, double liaison O, je vais mettre CH3 et CH3. 2, 3, 4. Le carbone, il fait bien 4 liaisons ici. Eh bien, l'hybridation du carbone, ça va être sp2. Pourquoi? Parce que M, il vaut combien? M, il vaut 1, 2, et on prend une liaison de la double. Une sigma. En fait, on prend que les sigmas dans les liaisons liants. Donc, M est égal à 3. Le nombre de doublés non liants, bah, le carbone, il n'a pas de doublé non liant ici. Donc, c'est 0. Et on fait moins 1. Donc, 3 moins 1, 2. Donc, ça nous fait sp2. Voilà pour le carbone. Et maintenant, si on veut une sp3, bah, tout simplement, par exemple, CH4. CH4. SP, S, enfin, le nom M, il vaut 4. N, il vaut 0. Il n'y a pas de doublé non liant ici. Donc, on fait 4 moins 1, 3. Donc, sp3. Mais s'il fait une double liaison, le carbone, c'est sp2. Puis si on fait 3 liaisons, une triple liaison, ce sera sp. Donc il n'y a pas d'atome de carbone hybridé sp. Effectivement, ici, il n'y a pas de carbone hybridé sp. On n'a aucun carbone qui fait 3 liaisons. Et on nous demande les liaisons pi, liaison sigma. Donc les liaisons pi, faites bien attention. Liaison pi, ça, là, c'est une liaison pi. Une liaison pi, parce qu'on a une liaison double. Dès que vous avez une liaison, c'est sigma. Si vous avez 2 liaisons, vous avez une sigma et une pi. Si vous avez 3 liaisons, c'est une sigma et 2 pi. Si vous avez 1 milliard de liaisons, c'est une sigma et tout le reste, c'est des pi. Vous avez toujours qu'une sigma si vous avez des liaisons multiples. Ok? Donc ici, si liaison pi,
Bah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il y a la D, elle est fausse. Et il y a 60 liaisons sigma. Donc ici, les questions là, elle est vraiment relou, elle sert à rien en plus. Elle pourrait mettre une plus petite molécule. C'est vraiment là, faut être rapide. Enfin, faut être rapide. Faut mieux le faire une fois, tomber sur un truc où on est sûr, plutôt que de le refaire 2-3 fois, hein. Donc ici, vous comptez vos nombres de liaisons. Donc ici, vous avez une liaison, deux. Ok, vous comptez les liaisons simples. Mais vous n'oubliez pas les liaisons hydrogènes qui ne sont pas représentées. Par exemple, ici, vous voyez que mon carbone, là, la pointe, c'est un carbone. Il fait 2 liaisons. Le carbone, il en fait 4. Donc en topologie, on ne représente pas les hydrogènes. Là, il faut voir qu'on a 2 hydrogènes pour faire nos 4 liaisons. Pareil ici, on va avoir 2 hydrogènes. Et ça, c'est des liaisons sigma à prendre en compte dans toutes vos liaisons. Voilà pour cette question. On nous demande parmi les propositions suivantes, relative à la molécule de PCl3, laquelle est exacte. Et on nous demande la géométrie de type AX3E0. Alors, on va faire un point sur la géométrie. La théorie VSEPR, en gros, elle nous dit que vous avez AXM, EN. C'est le même M et N que tout à l'heure. X, c'est l'atome central, bref, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est M et N. M, nombre de doublés liants. N, nombre de doublés non liants. On va représenter la molécule, le phosphore. Phosphore, c'est ça. Comment je le sais? Parce que son numéro atomique, c'est 15. Donc si je fais sa décomposition électronique, ça me fait ça je l'ai dans le tableau périodique, hein, qui est donné. Ça me fait 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Pareil que l'azote, c'est normal, ils sont dans la même colonne. On s'intéresse toujours aux électrons de valence. Donc ça, on s'en fiche. Électrons de valence, électrons de la dernière couche. La couche, c'est 3. C'est pas S ni P. Ça, S et P, c'est des sous-couches. Donc, je fais mes cases quantiques. 1 pour la sous-couche S, 3 pour la sous-couche P. Et je place mes électrons en respectant poly et und. Poly qui nous dit que je ne peux pas en mettre plus de 2 dans une même case et du même sens. Et und qui me dit que je dois d'abord remplir toutes les cases dans l'ordre avant de les apparier. Donc avant d'en mettre 2 dans une même sous-couche. Vous voyez ici, ici ça marche pas. Mais si ici je mets 2p2, je peux pas faire ça. 1, 2, 1, 1. Non, là je respecte pas la règle de Hund. Il faut que j'en mette un d'abord dans chaque case. Donc 1, 2, 3 et 4. Ce qui nous fait le carbone d'ailleurs. Ok. Bon là, comme on en a 3, on va faire 1, 2, 3, 4. J'ai 5 électrons à placer. 3 plus 2, 5. Je reviens. Donc ça me fait 5. Et donc on voit que j'ai une case pleine. Une case pleine, c'est un doublé non liant. Donc P, hop, et j'ai 3 électrons célibataires. 1, 2, 3. Et PCl3, dans ce cas-là, c'est ça. Cl, c'est un halogène. Hein. Donc son schéma de Lewis, c'est ça hein, pour un halogène. Et nous, ce qu'on nous demande, c'est la géométrie de type AX3E0. Faux. Pas AX3E0. On a dit hein, AXM, EN. M, c'est le nombre de doublés liants. J'en ai 1, 2, 3. Donc AX3. Et N, c'est le nombre de doublés non liants. J'en ai 1. Donc AX3E1. Et si on veut l'hybridation, bah, ça nous fait SP4-1, 3 et 1, 4. Donc SP3. Le phosphore est SP3. Faux. La molécule est polaire, oui. La molécule, elle est polaire. Tout simplement parce que ici, voilà, on va faire ça proprement. Ici, mon chlore, il tire vers la gauche, lui, il tire vers la droite. Donc on va dire que ça se compense. Et en plus, c'est même pas vrai, parce qu'ici, ce doublé non liant, il courbe la liaison en fait. Les liaisons, elles sont plutôt courbées.
C'est pas grave. On va dire que ça tire, ça tire. Donc à la limite, ça se compenserait. Mais ici, ça tire vers le bas, parce que le chlore, il est plus électronégatif que le phosphore, donc il lui attire les électrons. Mais le doublé non liant ici, il compense pas de la même manière. Ici, si on avait PCl4, bah, ici ça tirerait et ici ça tirerait. Donc au final, ça tire en haut, ça tire en bas, ça reste au milieu. Mais ici, c'est un doublé non liant. Et le doublé non liant, il ne compense pas cette liaison-là. Donc en fait, notre moment dipolaire, il est comme ça. Même si je vous ai dit, c'est pas vrai, puisqu'ici, on a nos deux liaisons-là qui sont plutôt courbées. Donc la molécule, elle est bien polaire. Si la molécule, elle est asymétrique, elle sera polaire. Par exemple, CO2, on pourrait se dire, elle est polaire puisque CO, c'est polaire. Ouais, mais attention, parce que l'oxygène, il tire, et lui, il tire de l'autre côté. Donc au final, les électrons, ils restent au milieu. Donc elle n'est pas polaire. Les angles de liaison sont inférieurs à 109, effectivement. Ici, on a un tétraèdre, ou une bipyramide trigonale. Je sais plus, ça, on va dire, c'est voir court. Mais, en tout cas, ce que je sais, c'est que normalement, on doit avoir des... Comme on est sp3, on doit avoir 109 degrés. Sauf que, on a le doublé non liant ici. Par exemple, CH4. CH4, c'est 109 degrés entre les angles. Vous voyez? Entre les angles, on a 109 degrés. Sauf que, ici, on a le doublé non liant. Et le doublé non liant, il pèse sur la molécule. Ce qui fait qu'on a dit, hein, les angles, ils vont plutôt être courbés. Et on n'a pas exactement 109 degrés, on a un peu moins. On va avoir 107 à peu près, ou 104. Le phosphore respecte la règle de l'octet. Ben oui, hein. PClCl, j'ai 2 électrons du doublé. 2, 2, 2. 2 fois 4, 8. Ouais. PCl3 peut former des liaisons de Kesom. Alors ça, c'est plus la partie liaison faible. Ce qu'il faut savoir, c'est que les liaisons de Kesom, elles vont pouvoir être formées via les molécules polaires. Ce qui est le cas pour PCl2. Donc voilà, on va juste terminer par une chose très importante qui est l'ordre de liaison. On termine par l'ordre de liaison. Pour pas vous retenir trop longtemps, parmi les espèces chimiques suivantes, laquelle existe, il faut savoir que si l'ordre de liaison est égal à 0, la molécule n'existe pas. Ok. Donc ici, on va regarder quelle molécule existe ou non. L'ordre de liaison, pour le faire, c'est très simple. Il nous faut le nombre d'électrons de valence de la molécule. Donc F2 pour la A. F2, le fluor, c'est 7 électrons de valence, puisque c'est 9. Hein. Donc ça nous fait 1s2, 2s2, 2p5. 2 et 2, 4 et 5, 9. 2 et 5, ça fait 7. Donc 7 électrons de valence pour le fluor, puis c'est logique puisque c'est un halogène. Donc il doit avoir juste un électron en dessous avant pour pouvoir respecter la règle de l'octet. Donc il a 7 électrons de valence. F2, il en a donc 14. L'ordre de liaison, ce que vous faites, en fait, vous mettez là les deux sous-couches S, puis vous mettez les P. Mince. En fait, vous voyez, ça c'est la S avant du fluor 1, la S du fluor 2, la P du fluor 1 et la P du fluor 2. Mais en fait, on s'en fiche. Enfin, les P, il y en a 3. 3 cases, donc 3 P par fluor. Mais ça, on s'en fiche. Ce qu'il faut juste regarder, c'est que là, on va avoir sigma et là, on va avoir sigma étoile. Là, on va avoir sigma, pi, pi, pi étoile, sigma étoile. Voilà, c'est juste ça qu'il faut retenir. Et ensuite, vous placez vos électrons. C'est-à-dire que vous respectez la règle de Hund et de Pauli, donc toujours 2 électrons max par orbital moléculaire. Et on remplit par niveau d'énergie croissant. Donc ça nous fait 1, 2, 1, 2. Ok. J'en ai placé 4, il m'en reste 10. Ça me fait 1, 2, 3, 4. Vous voyez, je décale. Je ne remplis pas tout de suite 2. Il faut que je revienne. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et quand je calcule mon ordre de liaison,
la formule c'est 0,5 facteur du nombre d'électrons liants moins le nombre d'électrons antiliants. Les antiliants, c'est ceux où il y a une étoile. Les électrons qui se trouvent sur des orbitales ayant une étoile. Donc ça nous fait le nombre d'électrons liants déjà. Ici j'en ai 2. Et 2, 4. Et ici j'en ai 4. Ça fait 4 et 2, 6. Et 2, 8. 0,5 fois 8. Moins 2, 2 et 2. Moins 6. 0,5, 8 moins 6, 2. 0,5 fois 2, ça fait 1. Mon ordre de liaison de F2 est différent de 0. La molécule, elle existe. Et regardez, vous n'êtes pas obligé de mettre là les deux petites. Les deux petites sigma et sigma étoile en bas. Pourquoi? Parce qu'ils se compensent les deux. Ici, en fait, vous allez faire à chaque fois, vous allez faire plus 2 et plus 2. Bon, au final, ça va, ils vont se simplifier. Plus 2 moins 2, ça va... Ok. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre cette partie-là. D'ailleurs, regardez, on va faire l'essai. On en a 14 d'électrons. Vous faites 14 moins 4 directement. Vous savez que vous allez enlever 4 électrons qui vont s'annuler ici. Vous n'avez plus qu'à en placer que 10. Et c'est plus rapide. Vous faites hop, hop, tac, et vous n'avez que 10 électrons à placer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous voyez, j'ai directement le même que tout à l'heure. Si on refait le calcul, on va retrouver la même chose. Donc on fera ça pour ceux d'après. F2+. Donc elle existe déjà. Ça c'est bon. F2+. F2+, la molécule a perdu un électron. Donc on en avait 14 pour F2. F2+, on va en avoir 13. Ça nous fait 13 moins 4 égale 9. Oula, non, attendez. Ouais, non, si, c'est bon. 13 moins 4, 9. J'ai enlevé les 4 qui se sont simplifiés. Il me reste 9 à placer. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je calcule. Ça me fait 0,5 facteur de... Ça, c'est sigma pi, pi étoile, sigma étoile. Donc, ceux qui n'ont pas d'étoile, j'en ai 2, 4, 6, moins 3. Ça fait 0,5 fois 3, ce qui nous fait 1,5. Ça, c'est pour F2+. Pour F2, 2+. Donc maintenant, j'ai perdu 2 électrons. J'en ai plus que 12. Ça me fait 12 moins 4 qui se simplifie. Ça me fait 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 8 à placer. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, bah, on calcule un sigma, pi et pi étoile. Ça nous fait 0,5 facteur de 2, 4, 6, moins 2, 4. Donc 0,5 fois 4. Et ça nous fait 2. Ok. Pour F2-, donc vous voyez ici, on n'a toujours pas de molécule qui n'existe pas. Pour F2-, ça nous fait donc 15 électrons cette fois-ci. On rajoute un électron, on a gagné 1. Je fais moins 4, ça fait 11. Donc ça me fait 1, 2, 3. Hop. 3, 4, 5, 6. Oula. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc sigma, pi, pi étoile, sigma étoile. Ça nous fait 0,5. Facteur de 2, 4, 6. Moins 2, 4, 5. 0,5 fois 1, ce qui nous fait 0,5. Et la dernière,
F de 2-. On a gagné 2 électrons, donc on est passé de 14 à 16. On fait moins 4, ça nous fait 12. On va faire plus grand quand même. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et cette molécule n'existe pas parce que vous voyez que on en a autant qui sont liants que autant qui sont non liants. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Donc 6 moins 6, 0,5, hein, on peut faire. Hein. 0,5 facteur de 6 moins 6, ça fait 0. Donc la molécule n'existe pas parce que son ordre vaut 0. Donc voilà pour cette partie sur les liaisons fortes. C'est important de connaître hein, cette partie sur l'ordre de liaison et sur l'hybridation. Savoir connaître l'hybridation d'une molécule. Juste, si on fait PCl5, parce que je voulais le faire tout à l'heure, PCl5 qui est une molécule apolaire. Pourquoi? Parce qu'on va avoir Cl, 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 ça c'est PCl3. Sauf que le doublet non liant ici, ben, il va se dissocier pour faire 2 liaisons supplémentaires. Ce qui est possible avec le phosphore parce qu'il n'est pas très électronégatif. Et donc ici, regardez, ça tire de ce côté-là, ça tire de ce côté-là. Là, on n'a plus le doublet non liant qui appuie sur la molécule et qui réduit l'angle. Donc, les électrons, ils restent là, ok. Là, ça tire en bas, mais ici, vous voyez, ça tire comme ça et ça tire comme ça. Donc au final, c'est comme si ça tirait ici. Ok, j'ai comme ça, je suis comme ça. Si je tire là et si je tire là, au final, je vais descendre comme ça. Je vais descendre tout droit. Ok, donc à la fin, on a ça et ça qui se tirent et qui se compensent. Nos molécules restent au milieu. Malgré que la liaison PCl est polaire, la molécule est apolaire. Ce qui est important, c'est la symétrie. Voilà pour la séance. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, s'il y a des questions qui vous viennent après, à utiliser le forum ou à me contacter directement. J'y répondrai.